pense que pour perdurer dans l'influence, il va falloir vraiment que chaque influenceur prenne ses responsabilités et soit plus transparent avec sa communauté. Je pense aussi qu'en tant qu'abonné, consommateur, il faut être responsabilisé aussi et vigilant et pas forcément croire aveuglément ce que notre idole nous dit. Bonjour et bienvenue sur Influence Corner. On se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam. Et je suis Lisa. On est communicante spécialiste de l'influence sous toutes ses formes. L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur 4 n'était pas mentionnée, aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection plus complète des audiences en ligne. Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés, les influenceurs. Dans cette série spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenu qui viennent d'univers très différents. Mode, lifestyle, voyage. Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu. Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et leur cheminement vers une influence plus éthique. Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique. Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast. Retrouvez un épisode tous les 2 jours et abonnez-vous pour ne rater aucun témoignage. Une production originale de Myriam Ouni et Lisa Omarin. Bonne écoute! Je suis Marion Caméléon, créatrice de contenu et make-up artiste sur YouTube et j'ai une communauté globale de plus d'1 million d'abonnés. Je nais en 1989 à Nice, dans le sud de la France, dans une famille assez standard. Et j'ai une petite sœur qui naît en 90, donc 1 an et demi après moi. On est assez proches et on va toutes les deux à l'école primaire ensemble. On est à une classe d'écart, mais on a toujours été super proches. Et c'est une école catholique, donc tout se passe très bien. Et entre midi et 2, ma grand-mère vient me chercher puisqu'ils ont leur salon de coiffure qui est à côté de l'école. Mes grands-parents sont coiffeurs. Et du coup, j'ai toujours grandi vraiment dans cet univers assez créatif. La coiffure, c'est assez proche du maquillage. Ma mère, par exemple, a les cheveux bleus, là, actuellement, quand je vous parle. Et quand je suis en CE2, un jour, donc entre midi et 2, j'ai fini de manger, puis je descends dans la partie salon où mes grands-parents vendent leurs produits. Et ils ont du maquillage. Et là, je découvre vraiment le maquillage à ce moment-là. Je joue un peu avec les produits et je me rappelle que ma maman, le matin, elle se maquille sur tous les cils. Donc moi, je me dis, ça doit être ça puisque c'est noir. Donc j'en mets sur mes cils, mais en fait, c'est de l'eyeliner. Donc ça fait des espèces de petites crottes sur mes cils. C'est très moche. Ma grand-mère ne s'en rend pas compte. Elle me ramène à l'école. Et la maîtresse, elle, par contre, elle s'en rend compte. Donc elle rappelle directement ma grand-mère pour lui demander de venir me chercher parce que c'est interdit à l'école d'être maquillée, surtout dans une école catholique. Et puis je suis en primaire, donc c'est pas non plus très répandu. Elle revient me chercher. Elle m'engueule un petit peu, mais pas trop parce que pour elle, c'est pas super grave. Et par contre, j'ai pas eu le droit d'aller à l'école de toute l'après-midi. Je rentre au collège et là, on a le droit de se maquiller. Donc je suis très contente et c'est vraiment en 6e que je commence à expérimenter plus avec le maquillage. Je mets du mascara et j'utilise beaucoup des crayons de couleur, donc je les assortis à mes tenues. Donc si je suis habillée en bleu, je mets un crayon bleu, voilà, etc. J'aime beaucoup ça. J'essaye aussi les paillettes puisque ma mère utilise beaucoup de paillettes sur son maquillage, donc en fait je lui prends totalement tous ses produits. J'en mets aussi sur les yeux et j'adore vraiment ça. Je reste quand même tout le collège maquillée de manière assez classique. Toujours mascara crayon, je mets du gloss sur les lèvres, puisque c'est la mode à l'époque. Ça revient d'ailleurs aujourd'hui. Et ensuite, je rentre au lycée, STI art appliqué, donc ça commence à la seconde, contrairement aux autres filières. Et je fais mes 3 ans de ce bac-là, j'obtiens mon bac. Et au niveau du maquillage, là vraiment, je commence à mettre beaucoup de fard à paupières puisque je fais en parallèle de la danse classique. J'ai commencé à mes 5 ans, j'en fais toujours et on a eu un cours de maquillage
pendant que je faisais un stage de danse pendant les vacances. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai commencé à me maquiller beaucoup plus. Donc, je mets vraiment du bleu, du rose, du blanc. Alors, c'est très compliqué de trouver à l'époque des produits, enfin des fards à paupières surtout très colorés et abordables. Donc, c'est pas forcément de produits de très bonne qualité. Alors, du coup, avec mon non-talent de l'époque, c'était pas génial, mais moi je trouvais ça super beau à l'époque et ça m'a quand même vraiment permis de m'améliorer et de travailler ces fards-là. Je ne savais pas du tout que le maquillage pouvait être un métier, donc je me suis pas posé la question de savoir si je voulais être maquilleuse ou pas. Et pendant ma première année de BTS, je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles de maquillage et en fait je me suis dit je veux faire ça. Donc j'ai demandé à mes parents si je pouvais arrêter mon BTS et aller en école de maquillage parce que c'était plus ça qui me plaisait sur le moment et que le BTS que je faisais m'avait un peu déçue. Et ils m'ont dit non, finis ton BTS. Et si tu as ton BTS, on te paye l'école. Donc ça m'a mis un peu la carotte, d'autant plus que l'école était super chère. Donc moi, de toute façon, j'aurais pas pu me la payer sans faire un prêt ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu mon BTS, fort heureusement. En 2009, j'entre alors en école de maquillage et vraiment, j'ai des paillettes dans les yeux. J'ai hâte de commencer les cours. Vu les 2 dernières années que j'ai passées à Montpellier, qui m'ont vraiment pas plu en termes de scolarité, là, je redécouvre vraiment l'apprentissage. Vraiment, j'adore apprendre et surtout un domaine qui me passionnait. Et du coup, je suis super heureuse. Je vais à l'école en joie et c'est absolument génial. J'ai adoré cette année-là de ma vie, j'ai appris plein de choses et j'en ressors avec un diplôme, donc le diplôme de maquilleuse. Et j'ai eu la chance d'être contactée par Make Up For Ever. Donc, j'ai fait la Make Up For Ever Academy, c'était l'école que j'avais fait. Donc, ils m'ont recontactée puisqu'ils ouvraient à l'époque donc une boutique à Saint-Tropez. Et je rentre du coup à la boutique de Saint-Tropez en avril 2011. Pendant cette expérience en vente, vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que les clients attendent et surtout sur la partie conseil puisque je conseille vraiment les clientes sur ce qu'elles attendent, leur ressenti par rapport aux produits, etc. Et ça me forge vraiment en tant que maquilleuse et surtout, vous le savez, en vente, on a souvent des objectifs soit de quantité, soit de chiffres et je faisais quasiment jamais mes primes parce que ça dépendait des mois, mais en fait, on avait des fois des produits à mettre en avant et ça convenait pas à la cliente, donc tout simplement, je le conseillais pas et je lui conseillais vraiment ce qui lui convenait parce que je me disais, si je lui conseille quelque chose qui ne lui convient pas, mais moi je fais mon chiffre, la cliente, elle reviendra pas me voir, elle reviendra pas voir la marque et au final, pour moi, c'est une relation de confiance que la cliente perdait en moi. Et je voyais pas l'intérêt, en fait, pour avoir une petite prime de 100 €. Enfin, je veux dire, oui, 100 € c'est important, mais franchement, je ferais ma prime le mois prochain, c'était pas grave, quoi. Même avant de me lancer dans l'influence, puisque ça n'existe pas, à l'époque, j'ai toujours voulu garder cette transparence avec la cliente et ne pas mentir tout simplement. En 2014, je me lance sur Instagram et je me sers du contenu, ça s'appelle pas contenu à l'époque, mais des photos qu'on envoie au siège de nos maquillages. J'en profite pour les poster donc sur mes réseaux sociaux à moi. Et c'est un petit peu comme ça que je découvre Instagram et je découvre le fait de poster et les abonnés arrivent de plus en plus et moi ça me fait plaisir parce que je me dis ce que je fais ça leur plaît et surtout ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer puisque je prenais mes photos mais j'avais pas d'ordinateur à l'époque et je voulais pas retoucher mes photos donc en fait il fallait que ma photo soit parfaite donc ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à m'améliorer, à varier les maquillages aussi et c'est vraiment comme ça que je découvre ce métier de l'influence qui est pas vraiment un métier à l'époque mais c'est comme ça que je mets un peu le pied à l'étrier. Je change plusieurs fois de poste chez Make Up For Ever jusqu'en 2017 où vraiment je me rends compte que mon compte Instagram est en train de prendre de l'ampleur et que ça m'intéresse finalement de travailler plus sur mon propre contenu que sur celui de Make Up For Ever. Donc 2017, année de grands changements pour moi, je commence ma chaîne YouTube et en novembre de la même année, je quitte l'entreprise. Au début, je poste 2 vidéos par mois puisque j'ai pas le temps d'en faire plus, mais par contre, je me lance mon premier challenge Halloween qui est de poster une vidéo par jour
tout le mois d'octobre. Donc, je commence à les préparer très tôt et je passe des heures à faire le montage parce que je suis pas monteuse, donc j'apprends. C'est très long, c'est ce qui me prend le plus de temps finalement. Et je passe des heures aussi à créer les looks. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, octobre arrive et je commence mon challenge et je finis le challenge. Donc, je suis très contente. Et voilà, à partir de novembre, je suis enfin à temps plein sur la création de contenu. Et là, je me rends compte que la communauté que j'avais sur Instagram vient pas forcément sur YouTube, puisque j'avais une communauté sur Instagram qui était plutôt anglophone, puisque par rapport au contenu que je faisais, c'était pas très français, donc il y avait peu de Français qui me suivaient, même s'il y en avait un petit peu. Et donc, je décide de mettre un coup de collier sur ma chaîne YouTube pour essayer de grappiller le plus de Français possible. Donc, je fais des recherches sur ce que les gens cherchent sur YouTube concernant le maquillage, et je me dis, pour chaque recherche, je veux au moins qu'il y ait une vidéo de moi qui sorte. Donc, pour ça, il faut que je produise d'une part beaucoup de contenu, mais que je poste beaucoup. Donc, je décide de poster tous les 2 jours. Et je fais vraiment que ça. À l'époque, sur YouTube, il y a déjà beaucoup de gens. C'est déjà un métier et moi, je me lance un peu là-dedans. J'ai un peu peur puisque j'arrive un peu après la guerre, on va dire. Donc, j'ai mon chômage, heureusement, si jamais ça ne marche pas. Et je pense que la chance que j'ai à ce moment-là, c'est que je suis la seule francophone qui fait des maquillages très poussé, très artistique, très coloré et qui change un petit peu de tout ce qu'on peut voir actuellement sur le YouTube francophone. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai gagné assez rapidement des abonnés qui étaient peut-être plus intéressés par ce type de contenu que ce qu'on pouvait voir sur le YouTube francophone, encore une fois. Donc ça commence à bien prendre. Donc avec YouTube, j'ai des revenus qui sont assez réguliers puisqu'avec la publicité, sans forcément faire de placement de produits. Ma première collaboration, c'était avec la marque NYX qui m'a beaucoup sollicité pour faire des masterclass au début dans les écoles. Donc c'était pas forcément sur les réseaux sociaux, c'était plus dans les écoles. Et je pense que la première collaboration que j'ai faite sur les réseaux sociaux, c'était avec eux aussi. Et à partir de là, j'ai commencé à faire plusieurs collaborations. Comme j'avais des revenus assez stables, on va dire, entre guillemets, enfin en tout cas assez réguliers avec YouTube, j'ai pas forcément besoin de faire beaucoup de placements de produits, donc je les sélectionne et surtout je me rends très vite compte que c'est énormément de travail quand on est seul. La négociation, la facturation, réclamer son argent, mettre en place le partenariat, les dates, etc. Et ça commence. Et là vraiment, je commence à me rendre compte que toute seule, ça va être un peu compliqué et que c'est vraiment un métier qui nécessite au moins une autre personne. Donc ma sœur entre dans mon entreprise en tant que salariée, du coup c'est mon assistante encore aujourd'hui. C'était après le Covid, du coup, puisque j'ai attendu au moins de finir mon chômage. Et quelques mois après la fin de mon chômage, je l'ai embauchée. C'était en 2020, du coup en septembre 2020. Et en décembre de la même année, j'entre en agence, donc l'agence Point d'Orgue dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidée pour pouvoir développer justement cette partie placement de produits puisque j'avais plus la partie assez chronophage qui me plaisait pas beaucoup, moi toute seule. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en faire plus régulièrement. En termes de placement de produits, donc j'ai 2 plateformes, Instagram et YouTube, et c'est soit de la création, c'est-à-dire que souvent avec NYX, c'était ça. Ils me donnaient un thème et je faisais un maquillage en rapport avec leurs produits. J'ai travaillé avec Disney aussi, je devais incarner un personnage par exemple, ou ça peut être aussi juste du placement de produits, par exemple en story sur Instagram où il y a une nouveauté, j'en parle, je leur montre comment ça fonctionne, ce que ça donne, etc. Donc il y a plusieurs choses, c'est assez varié. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de gifting. Le gifting, il n'y a pas de contrepartie, que ce soit, j'ai pas à créer du contenu avec. Si j'en crée, tant mieux pour eux. Si j'en crée pas, tant pis. Donc, dans le maquillage, on en reçoit beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de lancements. Je reçois pas tout de toutes les marques, bien sûr. Je continue moi-même à acheter des produits qui m'intéressent et que je reçois pas forcément. Mais quand on reçoit du gifting, on n'est pas obligé de dire déjà qu'on a aimé le produit si c'est pas vrai. Et même de donner des points négatifs sur un produit qu'on n'a pas aimé, on est en droit de le faire et ça m'a jamais porté préjudice. Enfin, il y a jamais une marque qui m'a dit, on t'a envoyé un produit, t'as dit que c'était nul, on te renverra plus de produit. Ça m'est jamais arrivé. Mais en tout cas, c'est totalement libre. On a le droit
d'en faire ce qu'on veut, d'en parler ou pas. Le placement de produit, c'est différent puisque c'est un accord entre une marque et moi. Donc, on se met d'accord sur un brief. Si le produit ou le brief me convient pas, la collaboration se fait pas. À chaque fois que je choisis de faire une collaboration, une marque, un partenariat rémunéré, c'est que le produit et le brief me conviennent puisque c'est en accord avec ce que je pense. Il y a eu plein de cas où j'ai dit oui pour un placement de produit, puis au final, je me rends compte que ça me plaît pas ou que le brief me plaît pas. On ne fait tout simplement pas la collaboration. Par exemple, quand je fais un partenariat rémunéré, c'est toujours clairement annoncé parce que déjà, d'une part, j'en suis fière et que la transparence, ça a toujours été hyper important pour moi. Je veux pas cacher un partenariat parce que je vois pas pourquoi je le cacherais, parce que je suis super contente de le faire. Et de même sur ma chaîne YouTube, on peut voir dans la barre d'infos que quand je reçois un produit gratuitement, il y a une petite astérix derrière pour que les personnes sachent que je l'ai pas forcément acheté. Voilà, je sais que ça leur plaît de voir ça. Donc j'ai vraiment la transparence. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important puisqu'on crée une relation de confiance entre la communauté et moi. Et c'est un petit peu comme quand j'étais vendeuse finalement. La cliente et moi, on avait une relation de confiance. C'est pareil aujourd'hui avec la communauté. J'ai pas envie de leur mentir parce que j'ai rien à cacher tout simplement. En 2020, je découvre qu'il y a un certificat de l'influence responsable via le compte Instagram Vos Stars en réalité. C'est un compte Instagram qui met en lumière un peu les partenariats que peuvent faire certains influenceurs, soit cachés, soit carrément qui sont des arnaques. Et je me dis, je vais le passer. Et au final, Covid arrive, ça a un peu repoussé les choses. Je l'ai passé récemment et j'ai appris plein de choses. Par exemple, quand on fait un placement sur un produit cosmétique, il est interdit de mettre un filtre sur son visage. Ça paraît évident, mais il y a tellement de gens qui le font et c'est interdit puisque c'est de la publicité mensongère. Je pense qu'en tant qu'influenceur, il faut aussi qu'on soit bien accompagné, surtout quand les influenceurs sont très jeunes, qui connaissent pas forcément tout des lois. Même moi, aujourd'hui, qui suis plus vieille, je connais pas tout. Je pense que les agences ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Il faut être très vigilant avec les choses qu'on propose, surtout si c'est des produits qu'on ne connaît pas ou si c'est des sites qu'on ne connaît pas encore. Quand j'ai une collaboration qui arrive, si c'est une marque où je suis déjà cliente, je suis sûre que la marque est fiable. Je fais pas de recherche, mais si c'est une nouvelle marque ou une marque que je connais pas, je fais mes recherches toujours avant d'accepter la collaboration. Moi, je fais mes recherches sur Trustpilot et sur Scamdoc, mais je sais que mon agence, déjà, écrème énormément les partenariats, puisque c'est eux qui ont accès à mes mails, tout comme moi. Mais sur tout ce que je reçois, il y en a les 3/4, ils disent non, puisque selon leurs recherches, c'est pas fiable. Aujourd'hui, j'ai établi une relation de confiance avec mes abonnés. Donc moi, ils m'apportent énormément de choses dans ma vie et moi aussi. Et j'ai pas envie de leur mentir. Quand je fais un partenariat, je leur dis. Si j'aime pas un produit, je le dis. Si j'aime un produit, je le dis. J'ai pas envie de perdre ça et c'est pour ça que j'ai jamais accepté de partenariat où j'étais pas sûre parce que c'est toujours pareil. Je refais le parallèle à quand j'étais vendeuse. Si je vends un produit qui convient pas à la personne, elle aura plus confiance en moi, elle viendra plus me chercher des conseils. Donc je pense que c'est ça aussi qui est important pour garder cette relation saine qu'on a entre nous. Et je pense que pour perdurer dans l'influence, il va falloir vraiment que chaque influenceur prenne ses responsabilités et soit plus transparent avec sa communauté, parce que moi-même, je suis des gens que j'adore et je suis un peu dans le milieu, donc je sais quand il y a des campagnes avec des produits et je me rends compte que pas tout le monde est forcément très honnête. Je pense aussi qu'en tant qu'abonné, consommateur, il faut être responsabilisé aussi et vigilant et pas forcément croire aveuglément ce que notre idole nous dit, parce que il y a ce côté un petit peu où on boit les paroles d'une personne parce qu'on l'adore et il peut y avoir quelquefois des abus de confiance. Donc faites bien vos recherches aussi, vous, de votre côté. Et c'est ça qui est important aussi, de pas se laisser avoir non plus. Pour moi, la transparence, c'est quand même très proche de l'honnêteté, qui pour moi est une valeur essentielle, ne serait-ce qu'au quotidien, pas forcément que sur les réseaux sociaux, mais c'est une valeur que j'estime avoir avec mon entourage. Et il y a aucune différence pour moi, que ce soit des personnes que je connais dans la vraie vie ou des personnes que je connais pas forcément, mais que je vois qui sont abonnés à moi sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en dans la vraie vie, je les connais pas, mais on a quand même cette relation qui, pour moi, est égale à celle que je peux avoir avec l'entourage que j'ai dans la vraie vie, quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous. Merci aux équipes techniques Laurent et Geoffrey d'Into the Wave au montage et à Amel Alnia à la coproduction et surtout pour ses conseils précieux.
Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences, Growth, Point d'Or et Sorette Production. À bientôt!